Oui, alors bon, je ne vais pas vous retenir trop longtemps, on a beaucoup réfléchi, commence à se faire tard, mais peut-être donner quelques pistes. C'est aussi pas le moment, je pense, évidemment, de faire déjà des synthèses, puisque la journée est prospective essentiellement. C'est trop tôt, mais plutôt essayer de réfléchir aux apports de la journée, puis d'aller plus loin pour s'orienter. Il me semble qu'on a beaucoup appris au travers des différents exposés d'aujourd'hui. D'abord en précisant un peu l'objet de nos travaux, et je pense que les questions sur la définition et les limites de la photographie versus l'image, c'était quelque chose de très important qui est ressorti, avec toute la matérialité de la photographie qui a été mise en évidence et qui nous intéresse ici directement. Ça suppose aussi de réfléchir aux approches prioritaires qui sont celles de PhotoFR, cette approche socioculturelle qu'on appelait de nos voeux dans nos discours introductifs. Je pense qu'on la voit mieux se dessiner à l'issue de cette journée. Elle est aussi apparue dans différents exposés avec l'idée de casser des hiérarchies préconçues, de faire des analyses sur des photographies qui ne sont pas forcément les photographies prééminentes, mais de vraiment voir un petit peu comment se construisent ces différents clichés et qu'est-ce qu'ils révèlent. Donc je vais revenir un peu sur les questions des approches, mais je pense qu'on peut relever aussi qu'on a beaucoup appris sur les modes opératoires d'un travail tel que celui qui attend photo-fr, à travers les différents exposés de comparaison qu'on a eu cet après-midi. Ça, c'était très intéressant et ça permet vraiment de mettre en évidence d'abord la nécessité de se mettre en réseau dans notre travail. Je pense qu'on a aussi essayé de le faire d'emblée, mais je pense qu'il y a encore une étape supplémentaire à faire pour consolider ce réseau qui réunit les bibliothèques, les musées, les archives, l'université. On va y travailler également pour que l'on puisse véritablement faire les bons choix. C'est ça le défi principal aussi de ce projet. On a parlé dans d'autres exemples de 500 000 clichés à analyser avec des moyens qu'on n'a peut-être pas forcément à Fribourg, mais on est déjà à la BCE face à 1 800 000 clichés dans les fonds qui sont récoltés, sans compter les autres fonds photographiques, c'est considérable. Et donc on ne va pas échapper à des choix, et pour cela il faudra, entre les différents dépositaires, véritablement aboutir à des angles de vue. Là aussi, dans les modes opératoires, j'ai trouvé très intéressant les manières de réaliser finalement différents objectifs, que ce soit des ouvrages, que ce soit des expositions, que ce soit d'autres éléments que l'on vise, comme un festival photo. Il faut y penser tout de suite pour bien voir qu'est-ce qu'on met en œuvre. Et ça me semble aussi très important, aussi de faire des choix au niveau des thématiques. Est-ce qu'il y a justement ces arrêts sur image qui peuvent être très intéressants, ou est-ce qu'il y a des réflexions de fond qu'on peut mener de façon transversale pour sortir un peu la spécificité de la photographie dans le canton de Fribourg? C'est ce que l'on souhaite faire également. Alors, ça m'a amené un peu à essayer de réfléchir au cadre qu'il s'agirait de poser pour trouver les meilleurs angles pour comprendre finalement de la manière la plus complète et la plus révélatrice possible la production photographique fribourgeoise. D'abord, il y a une image, c'est là que je vais un peu reprendre des vieilles méthodes. Il y a une image encore un peu floue que l'on cherche à déterminer. C'est photo.fr, pardon. C'est cette photographie fribourgeoise ou cette production photographique fribourgeoise que l'on cherche à analyser et à faire ressortir la meilleure manière possible. Et puis, je me suis dit, tiens, mais il y a, parmi les approches qu'on a essayé de sortir, il y a 4 coins. C'est un cadre, évidemment, 4 angles, c'est peut-être des regards aussi. Et puis, dans ces approches, ce qui a paru très important, c'est de prendre en compte des aspects qui sont des aspects techniques dans l'analyse de la photographie, des aspects qui sont des aspects économiques, sociaux et artistiques. Et je pense que
tout cela, ça donne un cadre à notre objet central, c'est des angles et des choix, enfin des angles de vue qui sont interdépendants, évidemment, qu'il faudra réfléchir ensemble, mais qu'on ne peut pas négliger dans l'approche de la photographie fribourgeoise. On a dit beaucoup de choses sur la technique, sur l'importance de l'appareil photographique, de son évolution, des prises de vue, qu'on peut suivre aussi dans le cas fribourgeois. On peut suivre aussi l'évolution du matériau, et ça, je pense, ça sera très intéressant à analyser au fur et à mesure des ateliers que l'on pourra découvrir et répertorier dans le canton. Il y a tous ces enjeux économiques liés à la photographie, et ça, je pense, c'est aussi bien ressorti dans différents exposés, puisque il y a des ateliers qui sont nés à Fribourg, qui ont perduré plus ou moins longtemps, en fonction des besoins économiques auxquels ils répondaient, et des possibilités qu'ils avaient de diffuser largement dans la presse, pour des événements particuliers, etc. Ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant à analyser, c'est l'aspect économique de l'histoire de la photographie. Et puis les aspects artistiques, on s'y est attardé, liés aux enjeux esthétiques que représente cette photographie aussi fribourgeoise. Il y a de la photo artistique fribourgeoise, il y a aussi des moments et des mouvements qui sont avant-gardistes. Il y a toute une réflexion autour de à partir de quand une avant-garde se détermine, selon quels critères, et peut-elle aussi advenir dans le canton de Fribourg. La Triennale de la photographie est un moment particulièrement intéressant où on pourra aller dans ce coin-là et creuser un petit peu les moteurs de ce surgissement lié à Friard, lié à aussi une évolution plus générale de la société fribourgeoise dans les années 70. Ça me semble aussi particulièrement intéressant. Et puis il y a les éléments de société. Alors, une photographie, on l'a dit dès le départ, ça nous apprend beaucoup sur la société qu'elle représente. Et puis là, il y a beaucoup de choses à dire en lien avec tous les éléments identitaires, mémoriels, patrimoniaux qui sont liés à la photographie. Je pense aussi à tout ce qu'on a appris et on a revu sur les thématiques principales qui ressortent à Fribourg pendant très longtemps. Ces thématiques qui sont liées, on l'a vu, à la religion, bien sûr, la religion catholique, ostentatoire, souvent triomphante, qui prend beaucoup le devant de la scène aussi sur le cliché photographique. À partir de quand elle est reléguée un peu à un deuxième plan, ça sera intéressant à voir. Peut-être aussi au moment où les clercs dans ce canton ont un peu perdu leur pouvoir, et ça sera intéressant à montrer. Il y a aussi tout le côté agricole ou industriel de cette société fribourgeoise. On a beaucoup vu cette image d'une nature domestiquée au service de l'agriculture qui ressort des photographies qu'on a vues ce matin. C'est très intéressant. À quoi ça correspond par rapport à la manière de montrer une certaine évolution de l'économie fribourgeoise. Et là aussi, il y a toute une série d'archives photographiques qui montreront d'autres éléments liés à l'industrialisation du canton, liés à la technicité de ce qu'on a pu voir mettre en œuvre, par exemple, dans la construction des barrages ou l'industrie agroalimentaire ici dans le canton de Fribourg. Je pense que là, il ne faudra pas oublier ces archives photographiques d'entreprise et ces revues techniques qui nous apprennent beaucoup sur des clichés du canton de Fribourg en lien avec l'évolution de la société. Voilà, donc au bout du compte, on devrait un petit peu avoir une meilleure vision d'ensemble des choses. Et puis, comme dans toute photo, il y a des passe-partout, vous le savez. Et puis, les passe-partout, je trouve que c'est important à prendre dans le premier sens du terme, dans notre approche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on retrouve toujours pour mieux comprendre ce qu'est la photo Fribourg et aussi ce qui la met en valeur, etc. Alors, c'est dans ces passe-partout, ce qui est partout présent, c'est le rôle des acteurs qu'il faudra déterminer, le rôle des producteurs de photographie,
Je parle plutôt de ceux-ci plutôt que des diffuseurs ou des éditeurs, que l'on verra dans le coin un peu de l'esthétique et de l'artistique. Mais le rôle des acteurs, il faudra bien poser ce passe-partout pour savoir combien ils sont, pour savoir qui ils sont, et puis pour avoir une meilleure idée de qui a produit surtout cette image de la photo fribourgeoise. Tout ça, ça évolue dans un système temporel et puis spatial, si on prend les espaces, et dans des cadres qui peuvent être aussi plus larges, évidemment, que l'on prenne les rapports avec la Suisse, les rapports avec l'Europe et plus largement même le monde, puisqu'on a vu que certains fribourgeois et photographes fribourgeois ont eu comme terrain de jeu non seulement le canton, mais jusqu'au monde, à travers des missions, à travers, etc., différents éléments. Donc c'est, je pense, des éléments intéressants qu'il faudra voir, comment s'imbriquent ces différents cadres, qu'il faudra aussi prendre en compte parce qu'il s'agira d'interroger non seulement les fonds fribourgeois, mais on a vu aussi qu'au Musée national, à ASL, je pense aussi au musée alpin, qui a de riches fonds photographiques, où la nature montagnarde fribourgeoise ou préalpine peut être tout aussi présente. On pourra trouver des éléments. Je me suis demandé aussi si tout ce qui était image de Fribourg vue de l'extérieur, vue du monde, lié au tourisme, le regard des autres sur ce canton, pouvait aussi révéler des choses intéressantes et pouvait être thématisé dans notre approche. L'espace et le temps, finalement, pour terminer là-dessus. L'espace, c'est pour se dire aussi que si on ne prend pas les cadres extérieurs, mais si on prend l'objet principal, la photo FR, par rapport à des cadres spatiaux, on n'a pas beaucoup réfléchi aux districts, et voire aux communes ou au rapport ville-campagne, dans ce qui fait aussi peut-être une spécificité de photo FR aujourd'hui. Au fond, on n'a pas beaucoup évoqué, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas beaucoup réfléchi, mais peut-être ça pourrait être aussi intéressant de voir s'il y a évidemment des clichés, des représentations qui ressortent plus que d'autres. On pense à la gruyère, on pense aussi à une photographie, un type de représentation qui est peut-être différent, peut-être complémentaire. C'est Fribourg est un canton bilingue. Comment est-ce que la Saint-Gine, c'est la partie alémanique du canton, se représente dans la presse, dans d'autres expositions, etc. Est-ce que là, il y a quelque chose de différent ou c'est le côté cantonal qui prédomine? Voilà, donc ça c'est pour les côtés spatiaux. Et puis le côté temporel, on a parlé aussi, on a vu qu'on pouvait prendre l'histoire photographique d'un canton en mettant l'accent sur des transitions. Et je trouve que c'est intéressant à réfléchir par rapport à Fribourg. Quel est le temps photographique fribourgeois? On a vu que ce temps qui est fait de suspension, d'instants consacrés, d'instants un peu volés parfois, etc., eh bien, il peut être très différent selon les régions. Est-ce qu'il y a un ancien régime de la photographie fribourgeoise et un nouveau, des anciens régimes, des nouveaux régimes? Est-ce qu'il y a des moments de transition ou des révolutions qui apparaissent à des moments particuliers? C'est ce qu'on pourrait aussi un peu creuser si on prend ces régimes différents du temps photographique. Voilà, c'est un petit peu une vieille méthode. Bon, je suis de l'école de Francis Piton qui résume. J'ai essayé de résumer des choses par des schémas. Alors je fais moins bien que lui, mais je trouvais qu'on pouvait essayer de brosser un peu les cadres de cette image de la photo FR, là à travers. Et puis, il y a certainement plein de questions qui restent ouvertes, et puis plein de questions ou d'autres apports que vous avez retenus de cette journée. Je ne vais pas monopoliser toute la discussion finale, mais c'était un peu ma proposition pour la suite. Merci, Claude. Est-ce qu'il y a des remarques conclusives ou encore des questions générales? Oui, je vois plein de mains. Tout le monde aura le temps de poser, de s'exprimer. Très très vite. Tout l'aspect photographique est parfait. J'ai travaillé pour Ilford pendant 30 ans. Je
Je pense qu'il y a aussi cette histoire en filigrane qu'on avait une industrie photo à Fribourg. Je pense que c'est aussi assez exceptionnel qu'on ait eu cette industrie depuis les années 30. Ça, je pense que aussi, ça fait partie du développement de la photo. Il y a des gens qui sont venus à Fribourg, qui ont profité des services techniques. L'ATIP est venu grâce à la Siva-Infort. Donc on a quand même en filigrane toute cette technique. Il ne faudrait pas qu'on oublie, on a une partie de l'histoire industrielle qui est liée à la photo avec lui. Et puis là, effectivement, l'association que j'ai fondée en 2013 s'occupe un peu du patrimoine, on a toute l'histoire en et c'est vrai que si on arrive à la mettre en France, ça ferait partie aussi quand même de photographie. Merci. Ouais, je voulais juste j'aime beaucoup ton schéma long, qui est très parlant. Il y a un volet effectivement qui est super important, à mon avis, dans le canton de Fribourg. C'est que le canton de Fribourg a eu et a peut-être encore parfois un problème avec l'entrée dans la modernité. Comment est-ce qu'on adopte la modernité? Est-ce qu'il faut y aller ou pas? Est-ce qu'on fait partie, etc. Et il me semble qu'il y a un phénomène qui peut nous inspirer pour la suite. Je pense que c'est une transition, un peu, c'est le moment clé. Quand est-ce qu'on adopte telle technique ou telle pratique ou telle manière de représentation? Est-ce qu'il y a des choses qu'on rejette? On dit avant, on met souvent sur la question du retard, souvent d'un point de vue économique, le prix est en retard, etc. Oui, mais parfois il est en retard, simplement parce qu'il y a des refus, des résistances. Il n'est pas forcément en retard parce qu'il ne connaît pas, ou parce qu'il est admiré, qu'est-ce que je veux dire. Et ça, il me semble que c'est super important. L'Église, par exemple, je ne pense pas qu'elle a adopté la photographie tout de suite, elle a dit à un moment donné, bon, encore une manifestation diabolique de la modernité, mais ensuite elle s'est appropriée de manière souvent très intelligente en termes de communication. Donc voilà, c'est un peu ces rythmes qui sont importants. Là, on peut le faire à l'échelle d'un canton qui est très intéressant de ce point de vue-là. Et du point de vue d'image aussi, avec la tradition catholique, évidemment. Ça m'a beaucoup frappé quand Dario Donati a montré ces photos un peu inspirées par la Royal africaine. Je me disais, ça n'existe pas à Fribourg. Il n'y a pas ça. Enfin, il y a ça beaucoup plus tard. Hilbert a fait de la photo industrielle. Dans les années 50 déjà, avant Hilbert, il y a aussi eu des photographes Mulhouse aussi à photographier un peu dans ce sens. Mais dans les années 30, il n'y a pas. Fribourg n'est pas unique. Fribourg était traversé par différents courants. Par quels courants sont arrivés ici? Ce qu'on faisait à Zurich, où il y avait la Kunstgewerbeschule avec Finsler, par exemple, qui a formé plein de photographes suisses importants. C'est pas arrivé à Fribourg. Peut-être, je ne sais pas d'où venait exactement Rast. Mais je pense qu'il venait d'un endroit catholique et ni Zurich ni Bâle sont sensibles dans la photographie fribourgeoise. Du deuxième quart du XXe siècle, cette période si importante. Et je pense que c'est important ce serait intéressant de voir Fribourg comme un terrain qui est au milieu d'un terrain beaucoup plus important. Il y a des mouvances, il y a des tendances, et de sentir ces forces contre lesquelles Fribourg est résistant, ou bien auxquelles Fribourg s'ouvre. Mais c'est un gros challenge. Il faut quand même être aussi attentif aux pratiques photographiques et ce qui a été conservé. Parce que là, il y a des filtres, bien évidemment. Et ces filtres sont les fruits de représentation. Et c'est de ce point de vue intéressant de se questionner quel prix justement a été effectué. Parce que, en tout cas, pour ce qui concerne le chapelle, on a eu aussi des sacrées découvertes en mesurant l'influence aussi de l'école jérichoise,
des choses qui, à première vue, n'étaient pas aussi évidentes. Donc voilà, des fois il y a des pratiques de collection qui reflètent des représentations, et puis il y a le terrain, qui est celui de photographe, en sachant aussi que si on prend les premiers photographes, ils étaient ambulants. On retrouve les premières traces de photographie qu'on a à Châtel, c'est le fait de photographes qui passaient d'un canton, voire qui allaient au-delà de la frontière, etc. Donc après, il y a évidemment des ateliers qui sont implantés, qui ont répondu à des demandes, mais il y a une circulation sans doute beaucoup plus grande. C'est aussi ce point de vue intéressant. Merci, c'est juste. Moi, d'un point de vue méthodologique, je me demande en fait comment il faudra définir ce qu'est la photophotographie finalement. C'est assez compliqué. C'est pas aussi simple que ça à mon avis, mais des schémas expliquent, mais c'est important de trouver une définition qui englobe cette approche. Après, donc, est-ce que vous avez aussi envisagé naturellement de faire des recherches dans des grands ensembles photographiques hors de Suisse, parce que c'est là que se trouvent beaucoup de pépites, notamment des choses qui découlent du tourisme externe. Si on prend le tourisme intérieur, externe, des voyageurs qui ramènent des documents à l'étranger. Il y a des endroits où c'est assez concentré, où c'est bien numérisé, et donc c'est aussi des espaces éventuellement à investiguer, parce qu'il y a de temps en temps il y aura des concentrations significatives d'éléments intéressants. Ensuite, les témoignages, Chantal a parlé de ça, moi je dirais aussi compiler surtout les témoignages de première main de gens qui sont des témoins de destruction des fonds. Donc c'est la preuve de la destruction de fonds. D'après ces témoignages visuels, malheureusement, moi j'avais été marqué par le témoignage de M. Bourgaren qui parlait de ces caisses de négatifs, de studios photo en ville de Fribourg qui étaient d'un jour à l'autre déposés en bas dans la rue et qui ont été emmenés à la benne, que certaines personnes avaient pu prendre quelques plaques, qui concernent vraiment des fonds incroyables. Et il y a quand même des témoins ou des histoires, ces histoires de destruction, de perte. Et que lorsque j'ai enquêté sur Rossier aussi, c'est intéressant, c'est dans les fermes. Par exemple, la ferme de Rossier, là où il est né, un des frères qui a été de la ferme, pour les questions il a laissé la ferme à l'abandon, et l'eau est rentrée, elle a coulé, les frères ont laissé faire, et toutes les archives, tous les papiers de la maison ont été mouillés, et ensuite ils ont tout vidé dans une benne. Voilà. C'est un témoignage de première main, de destruction bien documentée, etc. Et ça permet de mieux illustrer le destin de ces collections. Voilà. C'est juste un aspect. Mais c'est des témoignages, bon là, c'est comme un peu de photographie, mais on oublie souvent que finalement on reste. C'est un aspect important, et parce que j'ai assisté à plusieurs témoignages en ce qui concerne Fribourg, d'ailleurs, uniquement. Mais ce constat, c'est vrai qu'il peut être intéressant de questionner toutes les personnes qui ont eu cette connaissance-là, mais elle est intrinsèquement liée au médium photographique, l'histoire de la destruction. Quand on a fait le fou de couleur, les autochromes avec cette tentative, le désir d'inventorier toutes les pièces correspondant à un corpus suisse, de nombreuses fois, moi je me suis retrouvé où tout d'un coup on dit il y a 10 ans, on a donné tous les documents papier, alors que c'est un historien qui me dit ça, aux archives d'État, et toutes les plaques ont fini à la benne. Et donc il y avait 1000 autochromes dans la benne.
il ne s'est pas dit en étant historien. Et c'était pas vieux, c'était début des années 2000. Et donc, voilà, ça fait partie de l'histoire du cinéma photo, où il peut y avoir des trésors dont on gardera une trace fantasmatique. Rascoussi a été sauvé dans la benne. C'est un historien d'art fribourgeois, Hermann Schöpfer, qui, en passant devant, a vu des veines se remplir de négatifs et qui a dit stopper cette hémorragie et mettez les trucs à la bibliothèque. Voilà. Il n'y avait pas encore de médiation. Il n'y avait pas encore de médiation. Ça a été après. Tout à fait. La médiation, c'est un tournant. C'est une expérience que l'on fait. C'est pas forcément négatif, c'est un aspect historique. Oui. Non, mais comme on garde des traces de choses disparues. Si on veut. Après, oui, personnellement, je trouve qu'on peut se rassurer, c'est qu'il y a trop d'images. Donc on voit qu'il y a 1 800 000 documents, vous en avez déjà numérisé X dizaines de milliers. Non, mais il y a une dynamique, je pense, au fond de famille, parce qu'il y a un épisode de ce type que c'était lié justement à un fond d'une famille fribourgeoise. Mais je trouve que malgré, je pense qu'on fait passablement d'efforts pour attirer l'attention sur les institutions qui conservent ce genre de documents. Mais il y a une dynamique propre, surtout pour les fonds de famille, qui est dans l'intimité de la famille. En général, quand on déménage, quand on liquide, on est pressé pour liquider. Et parfois, c'est le dernier de ses soucis, c'est de se préoccuper de le conserver, ou bien parfois, on ne veut même pas le conserver. Et ça, c'est du domaine de la psychologie. Certains préfèrent certains métiers plutôt que de lier cela qui sont considérés intimes à une institution pour la postérité. Il y a aussi cette dimension. Il me semble intéressant dans ce que tu allais aussi faire part sur la disparition des fonds. C'est quand même intéressant à savoir parce qu'effectivement, tu dis qu'il y a des millions d'images. Oui, il y a des millions d'images, mais c'est un domaine très spécifique. La difficulté qu'on a, c'est aussi par rapport au public. Par rapport au public, comme il montre un certain nombre d'images, il dit bon, voilà, c'est la réalité. Beaucoup de gens croient effectivement que la photographie montre la réalité. Et puis que l'ampleur de ces fonds montre toute la réalité. Parce qu'on a des millions d'images. On doit tout connaître sur le Fribourg. En fait, c'est pas vrai, parce que malgré la masse, on a une vision très partielle qui est très spécifique, qui est souvent très intéressante parce que c'est très complémentaire par rapport à l'archive papier ou d'autres choses. Mais je pense que dans le projet, on peut arriver à mettre en évidence le fait qu'on a beaucoup d'images, mais en même temps une vision très partielle de la réalité de l'ensemble, c'est intéressant aussi. Dans le sens qu'il ne faudrait pas donner à penser qu'on a illustré toutes les époques et toutes les pratiques de notre Fribourg depuis le début de la photo, ce qui sera jamais le cas. On connaît. Je voulais revenir sur ce que tu as dit, Christophe Morand, en début d'intervention sur la modernité à Fribourg, parce que tu as aussi évoqué, Claude, avec Friat. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe dans les années 70 vraiment intéressant. Je l'ai évoqué un peu à la fin de cette triennale. Il y a les arguments économiques, il y a le contexte aussi d'autres institutions qui ont ouvert, mais dès le début, la triennale a un vrai succès, plusieurs dizaines de milliers de visiteurs, mais c'est des visiteurs pour beaucoup qui viennent de l'extérieur. On se plaint un peu du désintérêt des Fribourgeois. Et c'est vrai que si on voit les images, si on prend le temps de feuilleter les catalogues, c'est des images d'énormément de vues, il y a énormément de choses qu'on aurait même la peine de certaines difficultés à montrer aujourd'hui. Puis en même temps, on a ce mouvement, 75, 78, 81 c'est une grande année parce qu'il y a aussi Friat avec son exposition. On a séquestré les œuvres de Joseph Félix Muller. Donc là, au niveau de l'histoire des mentalités, ce rapport à l'image, il y a vraiment une période un peu charnière. Ça sera intéressant quand on va vouloir donner une chronologie, en tout cas de dépasser les années 70 pour pouvoir prendre cette période aussi en considération. Une dernière remarque. J'ai trouvé cette journée extrêmement enrichissante, extrêmement stimulante.
Et chez moi, à tout bout de champ, j'ai des flashs comme ça, des idées qui me sont venues, que j'ai notées en partie, en me disant, tiens, ça c'est un truc à creuser, ça c'est une piste à suivre, donc je trouve que c'est formidable. J'ai trouvé très bien aussi les moments de pause café et de repas, parce que déjà on a pu discuter un peu librement avec les gens et voir leur visage sans masque, ce qui était fort agréable. Et dans le cadre de ces discussions, j'ai entendu par exemple que Christophe Brand allait arrêter son laboratoire, ou était en train d'arrêter déjà son laboratoire à Neuchâtel. Alors je me suis dit, tiens, mais alors qui est-ce qui va faire des très beaux tirages Rolls-Royce pour le musée de l'Élysée et d'autres. Ensuite, j'ai entendu que, par exemple, le laboratoire qu'on avait à Marly a déménagé, je ne sais pas où, mais que le directeur était là, mais je ne sais pas du tout qui est le directeur. Alors, moi, j'avais trouvé extrêmement bien s'il y avait eu, en arrivant, si cette journée s'était faite sur inscription, où chacun aurait mis son nom, ses coordonnées et ses adresses, e-mail, téléphone, etc. Parce qu'à ce moment-là, on saurait exactement si on a une question, on pourrait téléphoner à un tel. Moi, il y a probablement la moitié des gens que je connaisse ici, que je connais ou qui me connaissent. Mais il y en a d'autres, monsieur en rouge qui était toute la journée devant moi, j'ai aucune idée qui c'est. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Alors, je me suis dit peut-être qu'ils vont demander aux gens à la fin de remplir un listing qu'on va nous envoyer à tous. Mais ça, apparemment, ce n'est pas le cas, puisque les gens sont déjà partis au goutte à goutte. Alors, je ne sais pas comment vous voyez les choses dans cette direction-là. Je pense que j'aurais encore peut-être une dernière question à ajouter, parmi les tas que j'ai notés, c'est comment vous allez financer déjà rien que moi, je trouve l'idée de 30 expositions en 2026, c'est absolument formidable, c'est génial. Mais je me dis, toutes ces photos, elles doivent être encore encadrées. Vous avez parlé de passe-partout, mais dans un autre sens. Mais si on met un passe-partout en papier neutre, en carton neutre, etc., tout ça, ça coûte énormément de l'argent. Alors, je me demandais comment, pour 30 expositions, vous alliez budgéter ça. À moins que vous ayez recours à un système bon marché où on prend un truc d'aluminium, on spraye la photo avec la colle et on la met dessus, mais alors c'est un autre type de photo. Je ne pense pas que c'est tellement notre optique. Alors voilà deux questions ou deux pistes. Comment on peut savoir qui est là, ce et de quoi il est responsable. Oui, on a eu quelques inscriptions formelles par email, mais je pense que la meilleure plateforme pour se rencontrer et échanger, c'est photo-fribourg.ch, le site que gère Christophe Dutoit. Il y a un point de contact, vous pouvez envoyer des mails, demander des renseignements, et je pense que là, on peut vous renvoyer vers des personnes qui ont été là aujourd'hui, etc. C'est un peu notre point de rencontre que ce site, je crois qu'on peut le voir comme ça. Puis pour les questions budgétaires et tout ça, je crois que je vais laisser la parole à Christophe, mais bon, on a beaucoup d'espérance. On est en train de travailler sur le budget depuis quelques mois déjà. On a demandé le colloque qui est un petit peu la première pierre de l'édifice pour aussi dimensionner la recherche. C'est-à-dire, clairement maintenant, passer ces prochains mois à définir quels sont les thèmes sur lesquels on va travailler, qui va travailler sur ces thèmes, ce qui va nous permettre de dimensionner une enveloppe budgétaire. Pareil pour les expositions, on va venir en lien avec les membres de l'association des musées et Fribourg. On reprend un petit peu l'idée que Anne Philippona avait faite avec la thématique du blé. Anne Philippona a travaillé son doctorat sur cette thématique-là et a convaincu les institutions de chacune faire dans son cadre une exposition sur ce thème-là. Donc nous, avec la photographie en 2026, on est un petit peu dans le même système, ça veut dire on propose de mutualiser ce thème durant une période précise avec les institutions.
c'est clair que les institutions, à partir d'un certain moment, elles vont monter leur propre exposition en partenariat avec le projet que personne ne se penche dessus et que ça se passe bien. Ça, c'est un petit peu l'idée. Il y aura un certain nombre d'expositions qui seront produites par Fribourg, soit dans des espaces intérieurs ou extérieurs, qui aura une partie de production propre avec les collections institutionnelles ou privées. On a déjà eu des contacts avec la Bibliothèque au Monde, qui nous a reçus et qui est prête à soutenir notre projet. On a eu une rencontre avec Philippe Trinchant, on avait Sylvie Morin-Sansolence qui est passée ce matin, qui est la nouvelle chef de la DIX. Une oreille très attentive du canton pour ça. On a des contacts préliminaires avec des sociétés parapubliques qui vont aussi nous aider au financement. Donc on est confiant pour le financement, c'est déjà facile de trouver de l'argent, mais on va aussi dimensionner à partir d'un certain stade le projet, le financement qu'on aura trouvé.